L'Office de tourisme de Hong Kong présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis Sud Radio, vous allez entendre parler d'un Hong Kong bien différent ce soir. Cette destination étonnante de la taille de l'île de France, posée sur un rocher à 12 heures d'avion de Paris. En général, à Hong Kong, on y passe pour aller s'envoler vers un ailleurs. Et bien ce soir, nous allons vous donner toutes les bonnes raisons d'y consacrer un séjour pour la découvrir et l'explorer. Son nom légendaire signifie déjà port au parfum, porte de l'encens ou bien côte parfumée. Une invitation au voyage, à l'exotisme et à la découverte de cette île qui jouit presque partout d'une vue sublime sur une des plus belles baies du monde. Alors oui, derrière ces airs de city londonienne ou de petit New York de l'Asie, il s'agit bien d'une ville chinoise animée, effervescente, où bat le cœur d'une population cosmopolite, mais qui possède étonnamment tous les atouts d'une destination verte et nature, totalement méconnue par exemple des randonneurs et des amoureux d'une flore luxuriante, baignée de plages paradisiaques que l'on aborde en jonque par la mer. Nous sommes donc bien là ce soir pour cet autre visage de Hong Kong, cette ville surprenante, que nous allons vous faire découvrir sous un autre angle, hors des sentiers battus, car avec ses attractions, ses musées, sa vie nocturne, culturelle, mais aussi sa gastronomie, ses quartiers à shopping ou traditionnels, Hong Kong offre déjà une promesse touristique exceptionnelle aux voyageurs de passage. Sa belle nature et sa spiritualité offriront, elles, aux voyageurs les vraies bonnes raisons d'y séjourner. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler d'Hong Kong, quoi de mieux que d'avoir à sa table Christophe Meigel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Davina Chang, encore plus fort, hongkongaise installée à Paris depuis 4 ans, qui tient un des premiers cafés hongkongais, Pink Shoot, c'est comme ça qu'on dit, Davina ? Oui, c'est ça. À Paris Intramuros, je dis que c'est un des premiers et qui réunit toute la communauté hongkongaise et que j'invite d'ailleurs à découvrir parce qu'il y a des pâtisseries formidables, c'est bien ça. Oui. Et sur place à Hong Kong, nous avons Alexandra Malandin, agent de voyage et guide touristique française, résidente à Hong Kong depuis 24 ans. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Christophe et bonsoir à Christophe et Davina. Là, on est une équipe de 3 mousquetaires qui allons défendre l'idée de Hong Kong, comme quoi c'est une destination où il faut pas seulement passer, mais séjourner, car c'est une destination verte et méconnue. Première question pour vous, Christophe, où en sommes-nous des restrictions sanitaires ? Alors la très bonne nouvelle pour Hong Kong, c'est que toutes les restrictions ont été levées progressivement et la dernière a été levée tout début avril. Donc il n'y a absolument aucune restriction sanitaire pour aller à Hong Kong, pas de vaccin requis, pas de test et sur place, pas de masque à porter ni dedans ni dehors. Donc vraiment comme avant. D'accord. Combien de temps mais pour aller à Hong Kong ? 12 heures, c'est ça ? Environ 12 heures de vol en vol direct, oui. Et 15 à 16 heures pour les vols indirects en connexion via les villes européennes ou via le Golfe. Et la fourchette d'un prix du billet, ça va de combien à combien en saison et hors saison ? En temps normal, quand les capacités aériennes reviendront, ce qu'on attend vraiment pour l'automne et pour l'hiver, on serait entre 700 et 800 euros pour le vol direct aller-retour, à partir de, donc il faut s'y prendre assez tôt, et en vol indirect à partir de 500-600 euros l'aller-retour également. Pour l'instant, les vols sont pleins, donc si vous regardez mois de mai ou de juin, ça paraîtra un petit peu cher, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu plus tard dans l'année. D'accord. Davina, vous êtes hongkongaise installée à Paris depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Davina, de quitter cette merveilleuse destination, cette île, en mer de Chine pour venir habiter à Paris ? C'est l'amour. Oui. Oui et non. Oui. J'ai rencontré un Belge quand j'ai voyagé à Bruxelles et Paris, c'était un peu la destination qu'on a les deux choisi pour déménager et pour s'installer. Et c'est ici où j'ai refait mes études aussi. J'ai fait un master's à HEC, donc... oui, c'est pour ça que j'ai choisi Paris. Et est-ce que Hong Kong vous manque ? Est-ce qu'il y a des aspects de Hong Kong qui vous manquent quand vous êtes à Paris ? Oui, tout à fait. Je pense que moi, j'adore la ville de Paris, mais le côté que me manque tellement, c'est le côté nature, le côté verte, la proximité aux montagnes, la mer, la facilité d'accéder toute la nature. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un aspect qu'on va découvrir de Hong Kong qui est absolument étonnant. Alexandra Malandin, vous qui êtes agent de voyage et guide touristique, qui connaissez bien la destination puisque vous y êtes depuis 24 ans, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une destination verte et nature ? Absolument, absolument. Les gens ne se rendent pas compte quand ils arrivent parce qu'ils ont l'habitude de voir des gratte-ciel sur les photos, etc. Mais en fait, 40% du territoire de Hong Kong, c'est la campagne. Donc, ils sont toujours très surpris par les montagnes, la côte, la mer, les îles. Il y a 235 îles à Hong Kong. Ça, les gens ne le savent pas obligatoirement. Et donc, effectivement, la surprise est très grande.
Mais on peut déjà s'en rendre un petit peu compte quand on atterrit sur l'aéroport qui est sur l'île de Lantau. Et donc, souvent, l'avion passe au-dessus de ces montagnes et de ces îles. Et là, on commence déjà à se poser des questions en disant « Ah, mais Hong Kong n'est pas juste une ville ». D'accord, c'est vrai Christophe Megel, vous qui adorez cette destination pour plusieurs raisons, et vous y êtes allé depuis 453 fois peut-être, vous m'avez dit en 1 heure le dépaysement est total, on peut quitter la ville de Hong Kong et ses gratte-ciels pour se retrouver dans une nature luxuriante. Oui, c'est ça, même à partir de 15 minutes carrément. 15 minutes, en 15 minutes c'est fait. 1 heure grand maximum, 1h30 grand maximum, on est à l'autre bout du territoire dans un paysage totalement différent, entre soit dans la jungle... de roches sédimentaires, des mangroves, des palétuviers, des arbres bannières géants, soit un littoral qui rappelle un peu la Bretagne de façon tropicale, avec des plages sable blanc, eau turquoise, une végétation moins dense. Mais des paysages vraiment magnifiques, entre vert et bleu. Donc on imagine la jungle urbaine. Oui. Là, on a vraiment du vert et du bleu partout et c'est très, très agréable, comme Davina le soulignait. C'est une des grandes forces de Hong Kong d'avoir ces couleurs et cette nature à portée. Et quand vous dites en 15 minutes ou 1 heure, on se déplace comment à Hong Kong ? C'est facile ? Oui. Parmi les spécificités de Hong Kong, c'est une région administrative spéciale de la Chine depuis 1997. Mais la langue officielle reste aussi l'anglais. D'accord. L'anglais, donc tout est inscrit en anglais. L'anglais et le chinois et le cantonais, le dialecte oral, et toute la signalétique est à la fois en anglais et en chinois. Donc pour les visiteurs européens, c'est très facile de se déplacer. Et tous les transports en commun sont extrêmement pratiques, accessibles, aussi bien au niveau du langage que de la facilité de les prendre, et des tarifs également. On prend les transports en commun pour rayonner sur tout le territoire. C'est génial. Et si on est plusieurs, d'ailleurs, on prend souvent des taxis, parce que les taxis sont beaucoup moins chers qu'ici. D'accord. Pour aller plus rapidement encore d'un point à un autre. Et c'est quoi la carte Octopus, c'est quoi ? La carte Octopus, c'est une carte qui est extrêmement pratique. Un peu comme le Pass Navigo, le fonctionnement est un petit peu différent parce que c'est un peu plus juste. Pour certains transports comme le Star Ferry ou le tramway, c'est forfaitaire parce que c'est vraiment pas cher. Ça coûte 30-40 centimes d'euros pour un trajet. Pour le métro, on le passe à l'entrée, à la sortie, et le trajet correspondant est débité. Donc c'est vraiment pas cher. Et oui, ça coûtera maximum 2 euros pour traverser tout le territoire de Hong Kong en métro. D'accord. Donc en connexion des stations de métro. Après, vous avez un réseau de bus et de minibus qui permettent de rejoindre tous les départs des sentiers de randonnée, justement, qui sont extrêmement nombreux et dont Alexandra va parler. Oui. Donc en plus du transport en commun qui est très pratique, comme je vous ai dit, les taxis, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise, ça reste une solution un peu onéreuse pour aller partout sur le territoire et très rapidement. D'accord. Et il y a la gastronomie aussi, Davina Chang, qui est importante à Hong Kong. Vous en êtes une représentante. Vous proposez quoi aux clients qui viennent pousser la porte de votre, on va dire, comment on pourrait appeler ça, le Bing Sut. Le Bing Sut. Le Bing Sut. En fait, Bing Sut, c'est comme un salon de thé. L'équivalent d'un salon de thé chez nous. Oui, on peut dire que c'est un salon de thé cantonais qu'on peut prendre un café, un thé au lait hongkongais ou avec ça, un goûter, un petit pâtisserie. Et c'est exactement ça que je propose dans le coffee shop. C'est des spécialités de Hong Kong, par exemple des pineapple buns, qui n'a rien à voir avec le fruit. C'est une brioche moelleuse avec un craquelin sucré posé par-dessus. Et à Hong Kong, on mange ça avec un morceau de beurre à l'intérieur aussi. Sinon, on a aussi les egg tarts, qui sont des tartelettes aux œufs. On peut dire que c'est un petit flan version française et un peu moins sucré avec une côté pâte sablée. D'accord. Et oui, c'est des choses comme ça qu'on peut trouver. Oui, c'est bien. Donc, c'est une pâtisserie quand même assez fine. Oui. C'est quelque chose qu'on trouve chez vous et que vous introduisez en France, du coup. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes une des premières, bravo, installée en France, et une des premières pâtisseries hongkongaises. Vous êtes situé en quel quartier à Paris ? C'est à côté de République. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a une traduction à Bing Sut ? Non ? La traduction directe en cantonais, en fait, c'est-à-dire chambre de glaçons. Chambre de glaçons ? Oui, et c'est-à-dire que c'est un espace parce qu'il fait tellement chaud à Hong Kong, c'est un espace à l'époque pour les jeunes à se reposer, pour prendre un goûter, pour se refroidir un peu. Très bien. Chaleur. On découvrira cette pâtisserie et on va en goûter parce que vous en avez amené 2 tout à l'heure, là, qu'on va en goûter tout à l'heure. On a hâte. Dans un instant, on va continuer à parler de Hong Kong et aller à découvrir son côté nature et vert avec Alexandra qui va nous donner tous les bons conseils pour partir en randonnée à Hong Kong et découvrir justement cette flore luxuriante. À tout de suite.
L'Office de tourisme de Hong Kong présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Jiquel. Et nous parlons de Hong Kong ce soir, de cette destination incroyable, étonnante, luxuriante, dont on ignore les qualités dans la nature et dans le verre. Christophe Meigel est avec nous aujourd'hui pour en parler, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris. Davina Chang, qui est une Hongkongaise installée à Paris et qui propose des pâtisseries dans son salon de thé, proche de République à Paris. Et sur place, nous avons Alexandra Malandin, qui est agent de voyage et guide touristique et qui est une Française résidant à Hong Kong depuis 24 ans. Juste une petite question sur la sécurité, Christophe. On en parlait tout à l'heure. Les déplacements dans la ville de Hong Kong sont très faciles parce qu'il y a un maillage de tramway, de métro, de bus. Mais est-ce que la sécurité est au rendez-vous ? Oui, on peut le dire. En Asie en général et à Hong Kong en particulier, on se sent vraiment très en sécurité partout, à toute heure du jour et de la nuit. C'est très agréable quand on est en vacances. C'est vrai. Justement, en tant que touriste, de pas avoir à faire attention à ses affaires ou à sa sécurité. D'accord. Et on prend vraiment le temps et le plaisir de découvrir la destination en toute sérénité. Donc ça, c'est parce que la sécurité est un problème récurrent quand les gens voyagent. Ils demandent si le pays est secure. Là, la réponse est oui. La réponse clairement. est oui. Alexandra, vous confirmez en tant que femme, vous ? Absolument. La sécurité à Hong Kong est incroyable. Il n'y a pas d'insécurité. C'est très agréable. On peut rentrer le soir très tard. On peut avoir un sac, on peut avoir des bijoux avec nous. Et il n'y a pas de souci. On n'est pas embêté. Alors, on va parler de ce côté randonnée incroyable. Les randonneurs du monde entier qui nous écoutent, et ils sont nombreux à Sud Radio. Il y a beaucoup de randonneurs qui nous écoutent, car la randonnée, c'est quand même un sport français par excellence. On ignore, et moi-même j'ignorais, qu'il y a autant de sentiers de randonnée. Il y a 1000 km de sentiers de randonnée. Oui, c'est incroyable. Effectivement, les gens ignorent ça et on a des sentiers alors plus connus les uns que les autres. Les 4 grands connus, ce sont les sentiers du Macléos c'est un parcours de 100 km. Ah oui. Et qui va de l'est à l'ouest, donc qui traverse tout le territoire de Hong Kong. Il y a d'ailleurs une course très connue, les 100 km de Hong Kong, qui a lieu tous les ans. Donc, c'était arrêté un peu pendant le Covid, mais qui va reprendre. Vous avez aussi le sentier de l'île de Lantau, qui là fait 70 km et qui fait tout le tour de l'île de Lantau. Le sentier de l'île de Hong Kong, qui fait 50 km, qui part de Victoria Peak et qui va jusque dans le sud de l'île de Hong Kong et qui s'arrête à Sheko, dans un petit village. Et puis le sentier Wilson, alors lui qui a la particularité de démarrer de l'île de Hong Kong et de finir dans les nouveaux territoires au nord de Hong Kong, ce qui veut dire que le sentier vous fait traverser l'eau, vous fait traverser la baie de Hong Kong. C'est quand même assez... Ça va être magnifique. Incroyable, oui, absolument. Et puis donc dans ces sentiers, vous avez des plus petits chemins de randonnée pour les gens qui commencent, pour les gens qui sont sportifs ou pour des gens qui veulent un peu de difficulté dans leur chemin de randonnée. Est-il vrai qu'on peut quitter assez rapidement Hong Kong à pied pour se retrouver sur une plage paradisiaque au bout d'un sentier de randonnée ? Absolument. C'est lequel celui-là ? Il y en a le Macléos, justement, la section 2 du Macléos, dans le côté de Sai Kung Est. Vous avez la belle plage de Tai Long Wan, qui est une plage de sable blanc avec des eaux turquoises, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, qui est très, très impressionnant. Alors évidemment, il faut le mériter. Il faut marcher. C'est quand même un petit peu sportif, mais quand on est marcheur, on adore faire ça et les paysages sont absolument magnifiques. Alors qu'est-ce qu'on a comme paysage autour de soi ? Balade. On traverse la jungle, on est sur une ligne de crête, on voit la mer. Qu'est-ce qu'on voit ? Exactement. Vous démarrez d'un réservoir. Vous êtes dans la campagne hongkongaise, et le trajet du sentier va vous faire passer par des tas d'endroits, notamment dans la forêt tropicale. Il faut savoir qu'à Hong Kong, c'est subtropical et tempéré en hiver. Donc, on a des arbres et des plantes un petit peu, très diversifiées. Donc, l'été, si vous venez l'été, vous allez vous retrouver dans des situations équatoriales, des températures équatoriales dans une forêt tropicale très luxuriante, c'est très joli. Et puis tout d'un coup, vous allez monter, vous allez vous retrouver sur les crêtes des montagnes. Et là, vous allez avoir, ça va être beaucoup plus dégagé. Vous allez avoir des belles vues, notamment sur la mer. Et puis tout d'un coup, en bas de la montagne, vous avez ces belles plages de sable blanc qui font rêver. Ce sont des vraies cartes postales. Absolument. Davina, vous connaissiez évidemment ce côté de Hong Kong. Vous l'avez expérimenté souvent avec vos amis quand vous étiez étudiante, par exemple ?
Oui, tout à fait. Vous marchez tous les beaucoup, week-ends, tous les week-ends? Oui, on dit même que pour faire les randonnées, c'est un peu le sport officiel de Hong Kong. Ah, Tous c'est les le sport Hongkongais, national, ah oui. j'adore. C'est On vrai? adore ça. Et c'est vrai, avec la proximité, c'est vraiment tellement facile d'y aller juste pendant une journée dans le week-end. Mhm. C'est très sympa. et on est fait très des vite- pique-niques. C'est ça. Et on est très vite à la plage Ouais. pour se baigner et profiter de la mer. Ça, c'est On prend le génial. bus dans 10 minutes. Mhm. On peut accéder à un déjà. Ouais. Et il faut un indice solaire de 50, non, pour se protéger du soleil? Il y a même des 130 là-bas. Donc voilà. Ah oui, Ouais. ça tape, le soleil tape. Oui, le soleil est assez intense, faut faire attention, surtout avec nos peaux Nos de peaux Français. d'Européens. Christophe, mais c'est raisonnable. J'ai une peau très blanche de ch'ti, j'ai survécu avec un indice 50+, donc ne vous inquiétez pas trop. Non. Voilà. Et Christophe, si on continue à parler aussi de ces aspects méconnus de Hong Kong, il y a encore dans Hong Kong des quartiers traditionnels avec des rues pavées. Alors, il y en a au moins une que vous connaissez? Oui, c'est ça. En fait, la ville même de Hong Kong mérite plusieurs jours, si ce n'est une semaine, voire plus d'exploration, parce que chaque quartier a son identité, a son histoire, ses communautés qui l'ont forgé. Mais effectivement, on a un quartier qui est très iconique de Hong Kong, qui est le quartier qu'on appelle Old Town Central, qui est la vieille ville de Central. D'accord. Donc qui regroupe Sheung Wan et Central, deux noms de districts. Et où on a des petites ruelles en montée sur le flanc du pic Victoria, dont une ruelle historique en pavé qui est classée, qui s'appelle Pottinger Street, qui est bordée maintenant de pas mal de petits cafés, de petits restaurants assez branchés, et qui est aussi traditionnellement un marché de costumes, donc très populaire au moment des Halloween. D'accord. Qui est très populaire là-bas du fait du passé historique de Hong Kong. Également, pour la petite histoire gastronomique, on a un boutique hôtel qui est le Pottinger sur place, qui a un restaurant qui vient d'être nommé hier 3 étoiles Michelin. D'accord. C'est la première fois qu'il obtient cette distinction, avec un nom très français, Tavi. Donc celui-là est facile à retenir pour les gastronomes qui voudraient faire une expérience 3 étoiles Michelin à Hong Kong, dans un quartier historique. C'est assez sympathique. Mais ces ruelles sont vraiment la clé, comme je disais, iconique de Hong Kong, parce qu'on a des contrastes entre l'ancien et le moderne. On a quand même des gratte-ciel extrêmement modernes à proximité de ces petits bâtiments historiques. On a du patrimoine colonial britannique également, donc de style édouardien. On a également un temple chinois qui est le temple de Manmo. On pousse les portes, on voit les volutes d'encens qui brûlent, la lumière du soleil qui passe au travers de ces volutes d'encens. Donc c'est absolument magique, on a l'impression d'être dans un autre monde. Et tout ça en 500 mètres, 1 kilomètre à faire à pied. Du street art partout, dans les ruelles, les arbres bagnants qui dégoulinent sur les escaliers. C'est vraiment... on dit souvent que Hong Kong est indescriptible parce qu'il y a trop de choses. C'est trop de choses, oui. C'est trop. Mais c'est magique en même temps. C'est multifacette. Et ce quartier vraiment est emblématique pour ça, parce qu'on voit tout, à tous les coins de rue, on a une nouvelle surprise, une nouvelle découverte à faire. Sans parler des boutiques, des musées, des restaurants qu'on trouve un petit peu partout aussi dans ce quartier. Et si celui-là est iconique, tous les autres quartiers de Hong Kong, finalement, méritent leur visite pour des raisons différentes. Et c'est extrêmement fascinant. Oui, il y a un grand écart d'ambiance. On en parlait quand on préparait l'émission avec Davina. C'est une ville très effervescente, très animée, très bruyante. Et parfois, on peut se retrouver dans un quartier où on est dans un monastère, comme vous le décrivez, où on est dans une atmosphère tout à fait zen, de calme et de spiritualité. Oui, c'est ça. On a des quartiers vraiment trépidants, comme Wan Chai, comme Causeway Bay, qui est un peu le Times Square. On dit souvent que Hong Kong, c'est la New York de l'Asie. Causeway Bay, c'est vraiment le quartier avec les écrans géants, les malls, l'animation dans les rues. On parle aussi de Shibuya à Tokyo, le fameux passage piéton. On en a un qui est très similaire à Hong Kong. On voit des milliers, on a l'impression qu'il y a des milliers de gens qui traversent en même temps. C'est très, très impressionnant. Mais en contrepartie, juste 2 rues derrière, en fait. Vous avez des rues très tranquilles. Vous êtes vraiment loin de l'agitation, et si vous faites 500 mètres de plus, vous montez légèrement sur les flancs du pic Victoria par exemple, et vous entendez les oiseaux, vous entendez les animaux dans les arbres. Le contraste est permanent. Et vous montez dans la jungle, effectivement. C'est permanent, c'est toujours proche, et toujours accessible, comme je le disais au début. C'est vraiment fascinant à ce niveau-là. Alexandra Malandin, agent de voyage et guide touristique à Hong Kong, vous nous avez conseillé cette destination pour les randonneurs, étonnamment. Il y a une offre incroyable. Est-ce qu'on peut la conseiller aussi aux familles? Parce que je crois qu'il y a des parcs d'attractions qui valent le détour à Hong Kong. Oh, il y a 2 grands parcs d'attractions. Il y a Ocean Park, qui est un espèce de
parc aquatique mélangé avec un zoo sur les flancs d'une montagne dans le sud de l'île de Hong Kong. Là aussi, c'est très impressionnant parce que le parc est sur une falaise. Vous avez aussi les pandas, vous avez un télécabine pour accéder au parc. Donc, rien que ça, c'est très, très impressionnant. Et puis, une vue absolument incroyable depuis ce parc aquatique. Ils ont aussi ouvert des nouvelles attractions. Donc là, c'est tout nouveau sur le flanc ouest de ce parc qui plaît énormément aux enfants et aux familles. On s'amuse énormément dans ce parc aquatique. Et puis de l'autre côté, vous avez Disneyland. Puis là, je pense que tout le monde connaît aussi ce parc d'attractions et qui permet aussi d'avoir une autre vue de ce qui se passe à Hong Kong pour les enfants. Sur l'île de Lantau, Disneyland. Davina, vous qui avez fait votre scolarité à Hong Kong, est-ce que c'est une ville où quand on est jeune, on s'amuse, on rigole, on va justement dans les parcs d'attractions, il y a une vie nocturne sympa? Oui. Oui. Ah ben, Ouais. je vois les yeux qui brillent. Je vois que c'est encore pas très loin. Oui, je pense que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma jeunesse là-bas aussi parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire. Il y a d'un côté nature, comme on en a parlé. Il y a le côté très moderne. Il y a beaucoup de choses à manger. Vraiment, et on sent toujours en sécurité. D'accord. Donc, c'est vraiment une très bon espace pour grandir, je trouve. Et quand vous êtes là-bas étudiante, vous faites quoi? Dans la vie nocturne, vous faites quoi? Vous dansez, vous allez en discothèque? Oui, c'est ça, dans karaoké? le quartier fameux Lan Kwai Fong. Ah, c'est ça, c'est le quartier, c'est le quartier festif. Oui, c'est ça. D'accord. On va continuer à parler de Hong Kong et tout à l'heure, on vous donnera des conseils non seulement de visite, de randonnée, mais aussi par la mer avec Alexandra dans un instant. À tout de suite. L'Office de tourisme de Hong Kong présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Une destination merveilleuse et atypique à la fois avec Christophe Meigel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong, car nous parlons de Hong Kong ce soir. Davina Chang est avec nous aussi, hongkongaise, installée à Paris. Elle vient d'ouvrir un salon de thé qui réunit la communauté hongkongaise de Paris et qu'on va les découvrir ensemble un jour. On va s'y arrêter. Et sur place à Hong Kong, nous avons Alexandra Malandin, agent de voyage et guide touristique. On va parler un petit peu de la côte et de la mer avec vous, Alexandra. Est-il vrai qu'on peut louer une jonque presque traditionnelle même, et aller se balader le long des îles, s'arrêter, pique-niquer, comme un peu on le fait en Corse ou ailleurs? Absolument, absolument. Vous louez une jonque. Alors, ça peut être une jonque traditionnelle ou ça peut être une jonque un petit peu plus, moderne, luxueuse. Mais la jonque traditionnelle, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, nous, quand habitant à Hong Kong. Donc, on y va avec des amis. Vous pouvez mettre jusqu'à environ 30 personnes sur une jonque. Ah oui. Donc, on loue la jonque à plusieurs et puis on part avec le capitaine et le boat boy de la jonque. On choisit généralement une destination à l'avance. Donc, ça va être plutôt Lama, l'île de Lama, ou un petit peu plus au sud, on va aller à Potoy. Potoy, c'est une toute petite île où vous avez un restaurant de fruits de mer absolument fantastique. Et puis, on va revenir le soir sur l'île de Hong Kong avec la vue incroyable de ces gratte-ciels illuminés, etc. C'est absolument merveilleux. Et puis aussi, vous pouvez aller du côté de Lantau vers l'ouest, où là, vous pouvez essayer d'aller voir les dauphins roses. Quelquefois, vous avez de la chance et vous arrivez à les voir. Ou carrément à l'est, vers Sai Kung, où vous avez des eaux absolument transparentes. On peut même faire de la plongée là-bas. C'est vous dire si on est gâté ici à Hong Kong. Donc, vous prenez la jonque, vous partez avec vos amis, vous amenez votre pique-nique et vous partez à la journée. Donc, vous partez de Centrale, des pontons de Centrale le matin. Centrale, c'est quoi? C'est l'île, enfin, c'est le Centrale, c'est sur l'île de Hong Kong, c'est c'est le centre-ville principal. Exactement. D'accord. Vous avez tous les départs de ferry qui partent de Centrale. Donc, vous avez un ponton public où la jonque peut venir vous chercher. Et vous partez et on vous ramène vers 18h, 19h le soir à la tombée de la nuit quand il faut ramener le bateau. D'accord. Voilà. On peut partir pour une journée ou plusieurs jours aussi? Alors, la jonque, vous ne pouvez pas coucher dessus. D'accord. Donc, si vous partez pour plusieurs jours, il faut faire du camping, ce qui est possible à Hong Kong. Vous avez beaucoup de on peut camping. camper à Hong Kong? Vous pouvez camper à Hong Kong, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est très à la mode et ça se fait beaucoup. Ou vous pouvez rester à l'hôtel. D'accord. Et quand vous dites qu'on peut camper, c'est-à-dire qu'on est dans des campings?
Oui, c'est des pas du camping sauvage, absolument. c'est camping. Absolument. D'accord. Il y en a un petit peu du camping sauvage, mais il y a aussi des campings très apprêtés où vous avez tout ce qu'il faut sur place. Ça, c'est pour le Hong Kong vert, luxuriant, proche de la nature. Christophe, est-ce qu'il y a encore une offre culturelle assez riche à Hong Kong? Parce qu'il y en a une, il y en a toujours eu une, mais là, c'est de pire en pire. Enfin, c'est de mieux en mieux, je veux dire. Oui, de mieux en mieux, effectivement. Il y avait de toute façon déjà beaucoup de galeries d'art. Les galeries les plus influentes au monde étaient présentes à Hong Kong. C'est vrai. On entendait surtout parler des ventes aux enchères, qui ne regardent pas forcément les touristes, mais qui étaient très impressionnantes. Maintenant, on a vraiment des lieux d'envergure mondiale qui ont ouvert relativement récemment. On a le musée M+, qui est le premier musée d'art visuel asiatique. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée? Le plus grand, on découvre vraiment la culture contemporaine asiatique au sens large, avec un gros focus sur Hong Kong pour l'exposition gratuite, qui est très intéressante. On voit tous les artistes qui ont travaillé sur la destination, sur son imagerie, via tous les biais modernes, donc aussi bien la photographie que digital, le cinéma, numérique, que la radio, vraiment tous les biais qui nous sont très accessibles, souvent en anglais, donc relativement facile également pour les visiteurs. Donc ça, vous nous conseillez celui-là? Oui. Et en plus de cette exposition gratuite sur Hong Kong, des expositions qui sont payantes, mais qui sont assez fabuleuses sur la Chine moderne, la Chine contemporaine. Également des expositions temporaires de grands artistes contemporains internationaux qui en font vraiment pour les Parisiens, c'est l'équivalent du Centre Pompidou à échelle de Hong Kong, et c'est vraiment un must de toute visite là-bas. Et il est dans un nouveau quartier qui s'appelle le West Kowloon Cultural District, qui vaut vraiment la journée de visite, parce qu'à côté de ce M+, qui prend déjà une demi-journée vraiment pour prendre le temps d'apprécier toutes les collections qui sont assez fantastiques et qui sont accessibles, encore une fois, même sans comprendre même l'anglais. C'est très visuel, c'est très impactant et très moderne. Vous avez le musée qui s'appelle le Palace Museum, qui est un musée qui a ouvert l'été dernier, qui rassemble parmi les plus grandes collections d'art traditionnel chinois, qui ont été prêtées par le musée du Palais de Pékin. Et c'est assez exceptionnel de l'avoir en dehors de Pékin. Donc à Hong Kong, pour rappel, on n'a pas besoin de visa pour y aller, donc c'est plus facile encore que d'y aller à Pékin. Et on a accès à ces œuvres très traditionnelles chinoises, en contraste total avec ce qu'on aura vu dans le musée M+, le matin, par exemple. Donc les deux ensemble, ça nous fait une expérience artistique et culturelle aussi intéressante qu'accessible aussi. Il y a pas mal d'ateliers interactifs, pas mal de zones également panoramiques sur la baie. Les deux sont en bord de baie Victoria. Donc quand on fait une pause sur un banc, on apprécie beaucoup d'avoir cette vue, de voir les bateaux passer et de reprendre après la découverte culturelle à proximité. Davina, vous la voyez comme ça, votre ville, une ville avec une offre culturelle incroyable? Oui. Vous l'avez expérimenté vous-même? Oui. Vous êtes allé dans les musées, vous êtes allé voir les expositions? Oui, c'est ça. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité aussi de visiter M+, le West Kowloon Cultural District. Et c'est vraiment très sympa aussi pour découvrir les arts. Et ça mélange aussi le côté culture, modernité et gastronomie. Il y a vraiment tout. Est-ce qu'il y a des grands festivals qui se profilent à l'horizon, Christophe, là, dans les mois qui viennent, juin? Nous, on va plutôt conseiller aux gens de projeter leur voyage pour l'automne. Oui, c'est ça. C'est l'idéal maintenant. On conseille plutôt pour l'automne, voire pour le printemps prochain, parce que les vols ouvrent souvent un an à l'avance. Là, dans les prochains mois, on a deux festivals vraiment très iconiques de Hong Kong qui auront lieu. Le premier, c'est le Festival des Petits Pins de l'île de Cheung Chau, le Cheung Chau Boon Festival, qui a lieu le 8e jour du 4e mois lunaire. Donc, il faut connaître son calendrier lunaire. Mais cette année, en calendrier occidental, ce sera le 26 mai 2023 pour le paroxysme des festivités, qui tombe en même temps que l'anniversaire de Bouddha. Bon, ça peut parler à davantage de gens. D'accord. Cheung Chau, c'est une île du sud-ouest du territoire de Hong Kong, qui est assez petite. On en fait le tour en 3 heures à pied. Je vous dis, c'est vraiment petit, mais qui est extrêmement charmante, très bucolique, surtout résidentielle et culturelle, donc avec des temples, avec des petits restaurants de fruits de mer notamment, et également des petites promenades à faire dans la verdure sur les côtés et une très belle plage. Mais tous les ans, au mois de mai, ou fin avril ou au mois de mai, pour ce fameux 8e jour du 4e mois lunaire, l'île s'embrase d'activités. Il y a un défilé de gens costumés, des danses du lion. Il y a des compétitions d'escalade, de tours de petits pins. Ça, c'est une chose vraiment unique au monde, qui sont montées par les locaux. Les spécialités qui sont servies également, ce sont les petits pains qui ont donné le nom au festival, qui sont créés par une petite boulangerie locale qui en fait 30 000 pour l'occasion. C'est très impressionnant. C'est vraiment unique
en son genre, c'est endémique à Hong Kong. C'est un festival purement hongkongais et qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, je pense. Et le deuxième qui est le mois suivant, donc 5e jour du 5e mois lunaire cette fois-ci. Donc là, ce sera le 22 juin 2023. C'est le Dragon Boat Festival, qu'on appelle Tuen Hong Festival à Hong Kong. C'est pour commémorer un héros chinois qui s'était noyé malheureusement, mais pour préserver son corps, ils avaient envoyé des petites boulettes de riz pour éloigner les poissons et les mauvais esprits, et ils tapaient du tambour sur les bateaux dragons pour éloigner justement ces problèmes autour de leur héros. Et donc depuis, tous les ans, au 5e jour du 5e mois lunaire, on fait des courses de bateaux dragons qu'on voit un petit peu partout dans Hong Kong à cette période-là et en préparation les mois qui précèdent. On a notamment une équipe d'expats françaises qui vont représenter nos couleurs. La France le mois prochain, exactement. C'est comme des courses d'aviron en fait, non? Oui, c'est ça. C'est des grands bateaux plats, longs, à tête de dragon, avec un tambour pour donner le rythme aux rameurs. Et en complément de ce festival traditionnel qu'il faut notamment observer à Tai O, qui est un village de pêche sur pilotis charmant sur l'île de Lantau, vous avez des courses internationales qui sont organisées directement dans la baie Victoria, donc là accessible à tous les 2 jours qui suivent. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui marque la fin du mois de juin. Et pour l'automne, le deuxième festival vraiment endémique dont je vous parlais, c'est la fête de la mi-automne, qui a lieu un petit peu partout en Asie. À Hong Kong, on a une particularité pour la fête de la mi-automne qui est une fête des moissons, célébration de la lune, dégustation des gâteaux de lune. Je pense que Davina en proposera en saison dans son petit café. On a une danse du dragon de feu dans le quartier qui s'appelle Tai Hang. C'est un petit quartier de Causeway Bay à Hong Kong où depuis plus de 100 ans maintenant, ils assemblent un dragon de feu dansant de plus de 50 mètres de long. Donc c'est très très impressionnant, 300 personnes qui le font danser. Pour historiquement protéger ce qui était alors un petit village Hakka, qui était une ethnie du sud de la Chine qui était réfugiée à Hong Kong, contre les typhons, contre les épidémies et contre les pythons. Donc depuis, c'est connu tous les ans pour éloigner justement les mauvais esprits et les malheurs à venir. Et c'est classé par l'UNESCO au même titre que la fête des petits pains de Chung Chau dont je parlais plus tôt. Des événements exceptionnels à vivre. Et justement, Alexandra Malandin, vous qui êtes une grande sportive, vous ramez pratiquement tous les ans, non, sur les bateaux du Dragon? Eh ben, vous faites bien de le dire. Je suis championne de Hong Kong. C'est vrai, vous êtes championne de Hong Kong. J'ai ramé dans la baie Victoria avec les plus grandes équipes qui viennent du monde entier pour concourir. C'est exceptionnel. Oui, effectivement, tout ce qu'a dit Christophe est très vrai. Et on s'entraîne 1 an à l'avance. On commence les entraînements 1 an à l'avance pour avoir les meilleures équipes, pour pouvoir gagner. Et à Hong Kong en plus, parce que c'est un sport, c'est le sport national, le Dragon Boat. Et donc, on s'entraîne longtemps à l'avance pour pouvoir gagner. Alors, vous avez plusieurs courses. Vous avez effectivement les courses importantes, internationales, où on fait venir des équipes du monde entier pour participer. Donc là, c'est dans la baie Victoria. Ensuite, vous avez les courses pour les pêcheurs, parce que c'est une fête pour les pêcheurs. Et vous avez des bateaux qui font entre 20 et 50 personnes. Donc, les bateaux standards, c'est 20 personnes, 20 rameurs qui pagayent. Et les grands bateaux de pêcheurs, c'est 50 personnes. C'est très, très impressionnant. Et puis après, vous avez les courses pour les expatriés ou pour les sociétés qui montent leurs propres équipes et qui vont concourir sur des plages, par exemple à Stanley. La course est très, très connue. Et c'est un grand carnaval. Donc, on fait la course pendant la journée. Et puis ensuite, on fait la fête jusqu'à très tard dans la nuit. Et qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne dans cette course? Un prix? Une coupe. Une coupe. Ah, oui. Et puis, champion de Hong Kong. Oui, là, on gagne la considération de tous les Hongkongais. La considération mondiale, je dirais. C'est une renommée mondiale. On va continuer à parler d'Hong Kong, Alexandra. On va marquer une petite pause. On se retrouve tout à l'heure pour notre dernier quart d'heure et évoquer cette destination incroyable, étonnante et merveilleuse. À tout de suite. L'Office de tourisme de Hong Kong présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Et avec nos invités, Christophe Meigel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris, Davina Chang qui a ouvert un des premiers cafés hongkongais dans la capitale, le Pink Sweat, je l'ai bien dit ? Oui. Ah, merci Davina. Et sur place à Hong Kong, Alexandra Malandin, agent de voyage et guide touristique, résidente à Hong Kong depuis 24 ans. Qu'est-ce que vous disent les Français, Alexandra, quand ils veulent venir à Hong Kong? Qu'est-ce qu'ils veulent visiter et sur quoi vous les étonnez?
Ils veulent voir de l'authenticité, en fait. Ah, très bien. Ils sont Ça commence, c'est mieux. Ils veulent connaître, l'histoire de Hong Kong qui est très riche et très intéressante. Et ensuite, ils veulent surtout voir des quartiers authentiques, comment vivent les locaux, aller dans des quartiers qui sont un peu moins luxueux que les quartiers de Centrale, etc. Donc, soit du côté Hong Kong, île de Hong Kong, et Christophe a parlé tout à l'heure du quartier de Sheung Wan, qui est effectivement historiquement le cœur historique de Hong Kong. Et puis de l'autre côté péninsule de Kowloon, vous avez également des quartiers authentiques, très anciens, les quartiers de Jordan et de Yo Ma Tei, par exemple, qui ont aussi une histoire culturelle assez riche et qui sont aussi très proches de nouveaux quartiers qui ont été repris, enfin on a fait des remblais pour construire ces nouveaux quartiers. Et donc c'est impressionnant de voir le paradoxe entre les anciens quartiers et les nouveaux quartiers où se trouvent les nouveaux musées dont parlait Christophe tout à l'heure. Et parlons un peu de la jungle. Elle est présente, elle est assez rapidement accessible depuis la ville. Elle est comment cette jungle? On peut s'y promener? Elle est dangereuse? Elle est balisée? Eh bien, elle est dans la ville. Dans la ville. La jungle, ça commence sur les pentes de Victoria Peak. Donc, dès que vous sortez un petit peu de Central, que vous commencez à monter dans les quartiers de mid-levels, vous êtes tout de suite dans la jungle. D'accord. Donc, et elle est très diversifiée. On a des arbres qui viennent un petit peu de partout. Il faut savoir que quand les Britanniques sont arrivés, l'île de Hong Kong avait été déboisée. Donc, ils ont quand même reboisé, ils ont importé beaucoup d'espèces d'arbres. Ils se sont rendus compte, il y a notamment le jardin botanique qui est à visiter sur les pentes du pic. Ils se sont rendus compte que tout poussait à Hong Kong. Donc, vous avez une diversité exceptionnelle dans cette forêt de l'île de Hong Kong. Et puis également dans les nouveaux territoires où vous retrouvez la campagne. Il y a 24 country parks, on m'a dit. C'est ça? C'est exact? Exactement. C'est un country park pour dire c'est quoi? C'est des forêts, Ce sont des parcs protégés. Parcs protégés, d'accord. À Hong Kong. Donc effectivement, ça fait beaucoup c'est énorme. d'endroits. Exactement. Oui, oui. Christophe, vous avez aussi des parcs marins protégés, des réserves protégées sur la mer également. D'accord. Christophe, est-ce que vous faites du vélo, vous, là-bas à Hong Kong? Est-ce qu'il est possible d'en faire déjà? Oui, ça se développe un petit peu, surtout dans les nouveaux territoires où il y a des pistes cyclables qui sont faites. Parce que vous savez qu'en France, c'est la grande folie du vélo. Oui, mais faut pas trop rêver de découvrir le centre-ville en vélo à Hong Kong. Parce qu'il y a très peu de routes, elles sont très empruntées justement par les véhicules. Mais justement, en allant un petit peu dans la campagne, on a davantage de vélos. Et sur les îles comme Cheung Chau, dont je parlais tout à l'heure, Lama par exemple, Peng Chau, vous avez des centaines de vélos, des habitants qui viennent déposer leur vélo, prendre le ferry pour aller travailler en ville, avant de revenir dans leur petite île paradisiaque et tranquille, en vélo jusqu'à leur petite maison. Et vous avez également des pistes cyclables qui permettent de rejoindre la partie nord du territoire, notamment entre Sha Tin et Tai Po, cette fois-ci, qui est à l'opposé de Tai O, ne pas confondre. Mais oui, il y a des pistes cyclables qui sont aménagées. Ça se développe. C'est pas encore destination à faire à vélo pour tout le monde, mais ça se fait dans le cadre d'excursions. D'accord. Et sur les îles, c'est très facile, effectivement. Ah, génial, bon, super. Et c'est dans le mode de vie des gens maintenant. Davina, qu'est-ce que vous nous conseillez de déguster quand on va à Hong Kong? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas rater? Pour déguster? Oui, à manger sur la table. Qu'est-ce qu'on peut manger de bon, de très très bon, d'excellent? Il faut choisir vraiment au moins 3 choses. Il y a le premier, c'est le dim sum. Ça, c'est un peu l'incontournable partie de cuisine hongkongaise que tout le monde connaît un peu. C'est du coup les choses à la vapeur qu'on partage dans une grande table. Deuxième chose, c'est les pâtisseries que je propose maintenant aussi. C'est étonnant. Donc, les pineapple buns et les egg tarts, les deux sont vraiment des... Là, vous en avez amené 2. Montrez-les-nous, qu'on puisse, on va les décrire à nos auditeurs. Donc, il y en a un qui, ça ressemble un petit peu à un pastel de natas portugais. Hein, c'est un petit flan rond. Oui, c'est ça. Et l'autre, c'est une brioche. Oui, c'est ça. C'est une brioche qu'on mange avec un morceau de beurre à l'intérieur aussi. D'accord, on voit bien là. Alors là, il y a un petit... Ça, c'est au milieu, là, c'est le morceau de beurre. On dirait un morceau de fromage, mais non, c'est du beurre, ça. Non, c'est du beurre. D'accord, très bien. Bon, je vais goûter tout à l'heure parce que sinon, si je mange maintenant, ça va être ennuyeux. Et donc, vous m'avez dit, donc, en fait, on trouve viande, poisson, légumes frais, on trouve de tout, et plutôt de la cuisine chinoise. On est d'accord? Oui, c'est ça. Hein. Oui, la cuisine à Hong Kong, c'est la cuisine cantonaise, donc du sud de la Chine, donc avec les spécialités dont qu'a cité notamment les dim sum et les pâtisseries hongkongaises.
Après, on trouve vraiment les meilleures cuisines du monde entier qui sont représentées à Hong Kong, parce qu'on a tous les plus grands chefs qui ont rêvé et qui ont ouvert leur restaurant sur place. Beaucoup d'influences étrangères également, et énormément de restaurants fusion. D'accord. Donc, qui mêlent les spécialités locales aux spécialités internationales. Et de plus en plus également une réinvention de la cuisine traditionnelle hongkongaise. Donc, ce qu'on trouve dans les petits cha-cha-teng, dont l'ancien nom était Bing Sut, comme le nom de la cafétéria de Davina, qui sont réinventés en version un peu plus haut de gamme gastronomique. Donc, on a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets quand on cherche à manger à Hong Kong. Mmh. Alexandra, vous confirmez que c'est une terre de gastronomie, une destination de gastronomie, Hong Kong ? Les Hongkongais ont 2 passions, le shopping et manger. Ah, le shopping et Donc, manger. vous avez énormément de centres commerciaux et énormément de restaurants. Je crois qu'il y en a 16 000. C'est incroyable. Et vous trouvez effectivement pour toutes les bourses. Donc, vous avez des Dai Padong, des restaurants de rue, mais vous avez aussi des restaurants plus élaborés et plus chers. On passe notre vie à manger, j'ai l'impression, à Hong Kong. On snack. Ce sont des petits snacks, des petits raviolis. Donc, vous avez les dim sum dont Davina a parlé. Ce sont des petites bouchées, hein. Et donc, on en mange le matin, le midi, avec du thé. C'est quand même la boisson un petit peu officielle, le yumcha. Du thé au jasmin pour digérer tout ça. Donc oui, effectivement, on mange. J'ai l'impression de manger beaucoup à Hong Kong, en fait. Et pour ce qui est du shopping, Davina, où est-ce qu'on va faire du shopping à Hong Kong ? Est-ce que c'est vraiment d'abord intéressant d'aller faire du shopping à Hong Kong ? Oui, tout à fait. Déjà, c'est Les vêtements, les sacs à main, vraiment tout. Tout. Ouais. Ah, tout est possible d'acheter, les chaussures, tout. Ouais, c'est un peu le paradis pour shopping en plus parce que c'est tax-free. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas les taxes, ouais. Ça, vous confirmez, Christophe ? C'est vraiment le paradis du shopping. Hein. Oui, voilà, et pour tous les types de shopping, aussi bien les malls, surtout pour les locaux, parce que ce sont des marques internationales qui sont très bien représentées, que pour les visiteurs, on a beaucoup de petites boutiques de marques locales ou traditionnelles, des marchés également en plein air qui sont thématiques. Et des marchés traditionnels ? Oui, des marchés traditionnels. On a des marchés d'artisanat, on a des marchés, un marché sur le front de mer dans la ville de Stanley, donc qui est vu comme très touristique, mais qui propose également de très bons produits. Donc, on est ravis d'acheter des souvenirs là-bas. Et également des rues thématiques. Ça, c'est vraiment la spécificité, notamment de Mong Kok, au nord de Kowloon. Vous avez une rue, si vous avez besoin de quelque chose en particulier, en général, par exemple des chaussures de sport, vous avez une rue avec uniquement des chaussures de sport. Donc avec une très forte concurrence et des prix très attractifs, tout en ayant des modèles vraiment différents de ceux qu'on trouve ici, souvent plus colorés. Les Asiatiques en général aiment un peu plus de couleurs. Et c'est très bien, ça nous décoince un petit peu, nous Européens. Ouais, et on peut clair. avoir des modèles qu'on ne trouve pas forcément ici, et dans nos pointures aussi, parce qu'ils pensent aux visiteurs, effectivement. Alexandra, l'émission va bientôt toucher à sa fin, donc vous allez nous donner le conseil que vous donneriez à un voyageur qui vient pour 8 jours. Il commence par quoi ? Il finit par quoi ? Et il faut qu'il ne manque pas quoi ? Alors, il va commencer par l'histoire, les quartiers historiques de Hong Kong. Il faut quand même avoir des bases quand on arrive à Hong Kong. Donc, on raconte un petit peu l'histoire, pourquoi Hong Kong existe, etc. Donc ça, ce sont les bases. On fait un petit peu du côté Hong Kong, île de Hong Kong. Il faut aussi aller au Victoria Peak, prendre le funiculaire Peak Tram, voir la belle vue de la baie de Victoria depuis Victoria Peak, faire un petit peu de quartier historique, le quartier de Sheung Wan. Ensuite, on passe de l'autre côté, on prend le Star Ferry, on passe du côté Kowloon, péninsule de Kowloon, et on va découvrir quelques quartiers sur la péninsule. Ça, c'est le premier jour. Ah oui. Ensuite, on va à Lantau, sur l'île de Lantau. On va voir le Bouddha géant, on va voir le village de Tayo. Donc ça, c'est déjà une aventure pour toute la journée. Et ensuite, on va faire des choses un petit peu plus experts. On va approfondir sa connaissance. Donc, on va visiter des quartiers typiques ou locaux. On va aussi approfondir sa connaissance. Si on est intéressé, par exemple, par la médecine traditionnelle chinoise, on peut faire des tours qui prennent là-dessus. On peut aller visiter les cimetières, par exemple, qui sont très riches en histoire. On peut aller faire des randonnées, évidemment. Ça, c'est un must. Donc, vous en avez un petit peu partout sur le territoire. Et vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, des très faciles et puis des plus challenging. Sportives, des plus difficiles.
l'île, exactement. Il faut aussi aller à la plage. Bien sûr. Louer une jonque, pourquoi pas louer une jonque et partir voir des îles qui ne sont pas toujours accessibles en ferry, parce qu'il y a beaucoup d'îles à Hong Kong, il y en a 235. Donc on peut pas toujours prendre un ferry, donc louer une jonque pour partir et découvrir certaines îles. Ça vous fait déjà pas mal de choses à faire. C'est très bien. On va demander... Vous en avez pour au moins 7 jours, entre 7 et 10 jours, là, c'est très facile de vous occuper à Hong Kong. Moi, je pense que c'est une destination qui vaut sa dizaine de jours de découverte. Ouais. Davina, votre incontournable à vous, ce serait quoi si demain, moi ou un ami français part à Hong Kong, vous lui direz, il faut aller là absolument, ne pas manquer quoi? Pour moi, je conseille vraiment de faire un tour sur le tram. Le tram à Hong Kong. Oui, parce que c'est un tramway qui traverse l'île principale de Hong Kong et on traverse par les quartiers vraiment très résidentiels. On peut voir vraiment la vie quotidienne dans Hong Kong typique. Ça donne une bonne vision de Hong Kong dès le premier jour. Oui, c'est ça. Et c'est déjà le moyen de le transport soi-même, c'est très traditionnel. C'est pas cher du tout. Donc, si on a le temps, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Le tramway, c'est votre conseil du jour. Et vous, Christophe, en 30 secondes? Moi, je dis aux visiteurs toujours de s'écouter. Et d'ouvrir les rideaux le matin, de regarder la météo, d'écouter son corps, sa fatigue et ses envies. Et Hong Kong a tout à offrir en un minimum de temps. Donc, on peut vraiment décider, on va à la plage, on va faire une randonnée. On va faire une randonnée qui termine sur une plage. On va au musée, on sort. On à la vraiment carte. Toutes les activités possibles qu'on imagine et qu'on rêve d'avoir en vacances à portée immédiate. Et ça, c'est assez unique au monde. D'accord. Ça résume très bien Hong Kong. Merci beaucoup Christophe Meigel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong à Paris. Merci beaucoup Davina. Merci Alexandra Malandin. Quel temps il fait en ce moment à Hong Kong aujourd'hui? Il fait chaud. Très bien. Il faisait plutôt beau. La saison des pluies commence. Donc, ça va faire chaud, mais pluvieux et humide. Merci pour cette belle émission et rendez-vous à Hong Kong dès l'automne, dès Noël et même dès le printemps prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. L'émission La France à découvrir est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Avec l'Office de tourisme de Hong Kong.